Dégustation littéraire. La série littérature de Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Léonore de Recondo, vous êtes là pour votre nouveau livre, Marcher dans tes pas, que vous venez de bien développer avec Véronique Morel-Muraour. Donc ça fera l'objet de notre podcast. D'accord. Et dans ce petit entretien, on va plutôt parler de vous, en commençant par le début. Ouais. Quel genre d'enfant étiez-vous ? Je pense que j'étais une enfant assez joyeuse. J'ai eu la chance d'être aimée par mes parents. L'ambiance était assez douce, donc je garde un souvenir assez lumineux de mon enfance. Vous connaissez Olivia El-Kaïm, qui était notre dernière invitée. D'accord. Elle nous a dit qu'elle vous connaissait très bien. Oui. Et elle nous a dit qu'elle était une enfant très torturée. Ah, c'est vrai. Alors, pas du tout. Tout l'inverse. Et quels ont été les choix ensuite qui ont guidé pour vos études, votre orientation? Comment ça s'est passé? Alors, je dirais que le choix qui a été le plus important pour moi, quand même, c'est la décision de jouer du violon. Donc ça, je commence à prendre des cours vers 5-6 ans. Et assez vite, je sais que je veux devenir professionnelle, mais assez vite, vers 8-9 ans, quoi. Oui, c'est tout. Donc ça va quand même changer ma vie parce que je travaille. Quand je suis adolescente, au lieu d'aller au cinéma avec les copains, je travaille mon violon. Donc ça très rapidement, D'accord. ça donne une certaine direction à ma vie. Donc c'est la musique. C'est la musique. Et vous êtes maintenant... Et je suis devenue violoniste professionnelle et aussi autrice, mais mon premier métier, c'est d'être violoniste. On revient à votre livre. Est-ce que vous pouvez nous le décrire en 3 mots seulement? 3 mots. Exil, amour, parce qu'il en faut toujours, mémoire. Alors, vous avez écrit aussi ce livre jeunesse qui est paru l'année dernière, Oui. qui a beaucoup plu à génial, à nos je suis hyper collègues contente. De la jeunesse. Ouais. Donc Iris, pour la D'accord. nommer, Vous l'embrasserez pour moi. qui me l'a... Salut Iris. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Pourquoi Oui. ce livre Alma et la Vénus d'Ivoire, qui est publiée dans une des collections du Muséum. En fait, le Muséum, donc d'histoire naturelle de Paris, fait appel à des auteurs de fiction pour adultes pour écrire un conte pour enfants. Donc là, c'était mon premier conte pour enfants, qui vient explorer un peu les trésors du Muséum. Et moi, j'avais envie de raconter l'histoire d'une petite fille. Et puis, je me suis dit, quitte à aller loin, allons carrément dans la préhistoire. Et je me suis intéressée à une très, très belle sculpture qui date de moins 28 000 ans, qui est au Musée de l'Homme à Paris, qui est cette petite Vénus en ivoire avec une petite tête, les gros seins et les petites jambes comme ça. Il y en avait énormément en Europe en moins 28 000 et je me suis demandé un peu qui les sculptait et ce que ça pouvait raconter, ces petites sculptures. Alors, sachez que ça a beaucoup plu à nos collègues ça m'enchante de savoir ça. bibliothécaires jeunesse. Si on met de côté ce dernier livre, ce nouveau livre, quel livre vous conseilleriez pour rentrer dans votre œuvre? C'est difficile parce qu'il y a toute une partie de mes livres qui sont de la pure fiction, comme là je vois sur la table Point Cardinal, Pietra Viva, Amour, qui sont des livres vraiment des romans, des purs romans. Puis il y a des livres qui sont un peu plus dans une veine autobiographique, comme Manifesto, Marcher dans tes pas. Et donc peut-être, je dirais le Grand Feu, parce que c'est celui qui est sorti avant Marcher dans tes pas, qui raconte l'histoire d'une petite fille violoniste à Venise. Donc c'est en tout cas le livre où on voit, alors je ne parle pas du tout de moi, mais où on voit l'histoire d'une violoniste. Qu'est-ce que c'est qu'être violoniste? C'est celui pour lequel vous étiez venu la dernière fois. Oui. On change de sujet. Les IA, Ouais. est-ce que vous les utilisez? Pas du tout. Pas du tout. Alors, je les utilise pas du tout, à tort peut-être. Je les utilise pas du tout, d'abord parce que je ne pratique pas ça. De loin, comme ça, je trouve ça un peu inquiétant. Donc pour l'instant, je préfère encore utiliser mon cerveau. Mais j'ai vu quand même des choses évidemment extraordinaires que font l'IA, notamment pour la recherche. Mais c'est vrai que j'ai quand même un doute sur la fiabilité des informations qui sont données. Donc, en tout cas, dans mon travail, j'ai toujours une grande part de documentation dans mes livres. Je vais quand même toujours piocher dans les livres. Pour l'instant, pas du tout dans l'IA. De manière plus générale, si on ne parle pas de vous personnellement, les IA, vous voyez ça comment? Je ne suis pas experte et je ne sais pas exactement où on en est aujourd'hui. À la fois, je me dis que ça peut être quand même un outil exceptionnel de savoir. C'est tellement de données qui sont mixées, donc je pense que ça peut être intéressant. En même temps, le fait de ne pas vraiment savoir d'où ça vient et la fiabilité des sources
ça me pose un vrai problème. D'accord. Donc le fait que la pensée soit biaisée et qu'on prenne pour argent comptant une information qui est peut-être fausse, ça c'est un vrai problème. Tout à l'heure, avec Véronique, vous avez Ouais. dit que c'était bien pratique d'avoir la double nationalité pour éventuellement pouvoir vous installer Ouais. en Espagne si ça Le moment craignait en venu. France. Ouais. Vous faisiez référence à quoi Au précisément RN, évidemment, en 2027. Oui, c'est un vrai problème pour moi. Enfin, moi, ce livre, c'est un engagement antifasciste. Enfin, ma famille s'est exilée à cause du fascisme. Oui. Donc, je sais pas. Je sais pas ce qui va se passer. Moi, je garde espoir. Je garde espoir que si collectivement, ensemble, on fait front, on va peut-être ne pas être gouverné par un gouvernement fasciste. Après, si le RN est au pouvoir, il est possible, que je m'en aille. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'absurdité dans la manière dont le fascisme s'installe un peu partout. Ça a l'air tellement absurde. C'est absurde parce que justement c'est l'imaginaire qu'on vient s'aborder en premier, parce que c'est une pensée unique, parce que après il y a des pays, là on a vu la Hongrie où Orban est parti. Enfin, Oui. donc c'est aussi c'est vrai que les pays, on voit, c'est des sortes de balanciers, mais ça semble tellement fou. Qu'on ait oublié justement ces histoires des années 30. On se exactement dit, mais vraiment. Et puis, à nouveau, ce que je disais avec Véronique, le repli sur soi, pourquoi on a peur de l'autre, enfin, pourquoi on va pas aider les gens. Je sais pas. Donc, je pense qu'il faut, en tout cas, continuer d'informer. À mon avis, il y a quand même un grand problème d'information, d'éducation aussi, de méconnaissance de l'histoire, parce que si on connaît l'histoire, à un certain moment, peut-être on arrête, où on voit comment les choses se construisent, on comprend mieux le présent. Enfin, moi, ça me donne une impression un peu de folie absurde. Mais complètement. Ce qui se dessine sous nos yeux. Ouais. Et on a envie de ne pas y croire, mais en fait, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. C'est incroyable. Donc là, il y a eu 2 polémiques récemment. Il y a eu la polémique à Cannes autour de la non-réponse. Bien sûr, ouais. Et la polémique sur l'édition. Grasset, j'ai signé la pétition. Est-ce que vous voulez en parler ou... Oui, volontiers, oui, aucun problème. Oui, moi j'ai signé, j'étais dans les signataires parce que j'ai publié des livres chez Grasset et que la manière dont Olivier Nora a été limogé, c'est pas possible. Et puis parce que les médias Bolloré, on voit la mise en place qui a déjà été faite à Canal+, à CNews, dans tous ces endroits-là. Et c'est toujours pareil, on vire les gens, on en met d'autres. On vide de sa substance et c'est une manière de prendre le pouvoir. Le pouvoir médiatique et le pouvoir éditorial, c'est la main mise sur la pensée et de cette part-là, ça n'est pas la liberté d'expression qui est mise en avant. Donc c'est extrêmement inquiétant. Je pense que évidemment on est dans un pays libre, donc l'extrême droite doit avoir un lieu d'expression. Mais que cet homme et qu'un seul homme, le problème, c'est un peu l'histoire du monopole, c'est-à-dire que ils détiennent la plupart des maisons d'édition et la plupart des médias et de la presse. Ça, c'est un vrai problème. Les cinémas. Et voilà. Et en plus, on a vu le cinéma et on a vu Canal+. Et donc moi, je trouve ça très important. Les artistes sont ceux qu'on fait taire en premier. On est tous très précaires parce que ça, il faut aussi le dire. Que les auteurs, aussi le dénigrement de la sphère Bolloré auprès des auteurs, comme quoi on est une caste de gauche riche. Alors je veux redire que dans les auteurs publiés, il n'y en a que 10% qui gagnent le SMIC. Voilà. Tout le reste, 90% des livres qui sont dans cette médiathèque sont écrits par des auteurs qui n'en vivent pas, soit qui sont extrêmement pauvres parce qu'ils gagnent moins que le SMIC, soit qui ont un autre travail. Donc il faut aussi arrêter de dire que les artistes sont des gens riches dans une bulle. Non. Et pareil dans le cinéma. Dans le cinéma, on est à Cannes, on voit toujours les 10 mêmes stars, mais derrière il y a tous les techniciens, tous les acteurs et les actrices qui n'arrivent pas à avoir leurs heures et qui sont intermittents. Donc ça, je trouve que c'est à nous aussi, les artistes, de rappeler nos conditions de vie et les choix qu'on fait de s'engager dans des voies artistiques qui sont très fragiles, très très précaires. Nous, les auteurs, on n'est pas intermittents, quoi.
Donc, si on ne vend pas de livres, on est à la rue. Ouais, c'est basique. Donc, si un homme comme Bolloré prend le pouvoir et qu'il n'y a plus qu'une pensée unique, c'est très simple. Si les auteurs, si on ne peut plus écrire, on doit trouver un autre travail, on n'a plus le temps d'écrire et la pensée s'arrête, quoi. Donc, il faut être très, très vigilant. Ça fait plaisir d'entendre des artistes dire des choses. Sur la non-réponse, justement, de Gilles Lellouche, lorsqu'il a été interrogé. Oui, alors je pense que là, à Cannes, tout le monde... Alors, moi, la seule chose que je peux dire, c'est que, en effet, peut-être que ceux qui travaillent à Canal+, travaillent là depuis longtemps et se sont sentis un peu trahis. Mais, ok, mais je pense que les artistes ont peur, justement, de cette mainmise. Le problème du cinéma, c'est qu'il faut quand même énormément d'argent pour faire un film. C'est quand même un problème aussi basique du cinéma, c'est l'argent nécessaire pour faire une œuvre d'art. Donc, si Canal+ donne beaucoup d'argent, c'est sûr qu'il y a plein d'acteurs et de réalisateurs qui vont essayer de mettre de l'eau dans leur vin. Et on a vu à Cannes qu'il y en a qui étaient plutôt tièdes. Si Gilles Lellouche, en ce moment, il est en train de demander de l'argent à Canal+, on ne sait pas... Bon, c'est vrai que là, c'était pas très courageux. Oui, d'autant plus qu'il vient pour présenter un film dans le... Oui, non, c'est vrai. Ça, j'ai oublié. Waouh, c'est vrai que... Pardon. C'est vrai que c'était pour Jean Moulin. On se dit, voilà. Est-ce que vraiment il sait exact... Ouais, enfin, c'est vrai. Moi, c'est ça le qui courage, m'a un peu... Oui, c'est vrai. Maintenant, vous le dites. Wow. Oui, j'avais complètement oublié ça, que c'était Jean Moulin. Ouais, c'est fou d'incarner la résistance et le courage. Et c'est vrai, ouais, je suis d'accord. C'était pas possible. Dernière question, un peu plus légère. 3 choses que vous aimez, 3 choses que vous n'aimez pas. Ah, j'aime les glaces, surtout en ce moment il fait très chaud. J'aime évidemment les livres et j'aime qu'est-ce que j'aime ? J'aime marcher dans le sable. Et qu'est-ce que j'aime pas ? J'aime pas l'extrême droite. J'aime pas qu'on me dise quoi faire. Voilà, et j'aime pas les gens qui n'aiment pas les autres. Donc je vais rappeler le titre de votre livre. Donc Marcher dans tes pas, c'est chez L'Iconoclaste. Mais merci. Super, merci, vous venez dîner. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Dégustation littéraire. La série littérature de Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.